Bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires pour suivre le meeting de Marine Le Pen à Lille, la candidate du Front National à la présidentielle qui prendra la parole d'ici une quinzaine de minutes. Un discours que nous suivrons bien sûr en direct et en intégralité sur notre antenne. Et sur place à Lille, nous retrouvons tout de suite notre envoyée spéciale Marie Labatte. Bonjour Marie. Alors Marine Le Pen, je le disais, prendra la parole aux alentours de 15 h. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde derrière vous. Quelle est l'ambiance ? Effectivement, il y a beaucoup de monde au Zénith de Lille. Près de 5000 personnes sont déjà installées pour entendre le discours de Marine Le Pen. Après, il faut dire que nous sommes ici en quelque sorte sur les terres de Marine Le Pen. Elle est conseillère régionale des Hauts-de-France depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, aux dernières régionales de 2015, le Front National a fait ici plus de 40%. Et puis, nous sommes non loin de Hénin-Beaumont, cette ville où Marine Le Pen s'est présentée aux dernières législatives. C'est aussi ici et surtout là qu'est élu maire Steve Briouat, l'un des vice-présidents du Front National. Ce meeting, c'est le 5e d'une série de 9 prévus d'ici au premier tour de l'élection présidentielle et où tous les ténors du FN n'ont pas jugé bon d'assister. Parmi les grands absents, Marion Maréchal Le Pen, Florian Philippot ou encore David Racheline, qui est le sénateur maire de Fréjus et surtout le directeur de campagne de Marine Le Pen. À noter que sont aussi présents des représentants du groupe de Marine Le Pen au Parlement européen, le mouvement pour l'Europe et des nations, l'Europe des nations et des libertés, au rang desquels on pourra trouver Marcel de Graaf, successeur du néerlandais Geert Wilders, à la coprésidence de ce même groupe, de quoi asseoir encore un peu plus la stature internationale dont se réclame Marine Le Pen depuis ses voyages au Tchad et en Russie cette semaine. Merci beaucoup Marie, on vous retrouve bien sûr tout au long de cette édition spéciale pour des réactions politiques à votre micro et pour analyser ce discours. Deux invités avec moi en plateau, Christelle Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique au Parisien Magazine et puis l'éditorialiste politique d'LCP Assemblée Nationale, Ludovic Faux. Bonjour Ludovic. Alors Marie Labatte le disait à l'instant, Marine Le Pen a choisi Lille pour tenir ce meeting dans la région des Hauts-de-France, une terre frontiste, une terre favorable au Front National. Oui, il faut dire que Marine Le Pen, elle est implantée depuis longtemps maintenant dans cette région. Depuis les législatives de 2002, en fait, elle essaye petit à petit de s'implanter sur ces terres-là. Et c'est vrai qu'au régional, c'est là que le Front National a obtenu son meilleur score, puisque Marine Le Pen est arrivée en tête. C'est son meilleur score au niveau national. Et dans cette région, donc Marine Le Pen est arrivée en tête avec un peu plus de 40% des voix au premier tour. Et puis il y a dans cette région un contexte qui favorise le Front National, notamment dans sa ligne politique actuelle. Voilà, c'est une terre qui rencontre des difficultés économiques, où il y a une désespérance sociale assez forte, qui entre assez bien en résonance avec le discours de Marine Le Pen, influencé sur ces sujets-là par Florian Philippot. Et puis, elle est servie par l'actualité, il faut dire, Marine Le Pen, avec l'annonce de la fermeture de l'usine Whirlpool d'Amiens. C'est 290 emplois et une usine qui va être délocalisée en Pologne. Donc, on voit bien qu'on est en complète résonance avec le discours de Marine Le Pen sur ces sujets-là. Christelle Bertrand, cette région des Hauts-de-France, région où Marine Le Pen est élue, puisqu'elle siège au Conseil régional. Absolument, et une région effectivement qui connaît des difficultés énormes. Elle va essayer sans doute aussi de rebondir suite aux différentes affaires Fillon. On voit bien que les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme chez les Républicains, ce sont justement ces élus du Nord, dont Gérald Darmanin qui a dit attention. Le maire de Tourcoing. Le maire de Tourcoing, absolument, attention, et élu Conseil régional. Cette fois-ci, c'est nous qui sommes en train, avec ces affaires, de faire monter le Front National. Eux, ils le sentent au quotidien. Xavier Bertrand a raconté la campagne très difficile qui avait été la sienne pour les régionales, où des électeurs ne veulent plus écouter d'autres élus que ceux du Front National. Donc effectivement, je suppose qu'elle a encore une marge de progression assez importante dans cette région, surtout à la suite des ennuis du candidat des Républicains. Alors on va retourner tout de suite à Lille, retrouver Marie Labatte. Marie, vous êtes en compagnie du conseiller politique de Marine Le Pen, Sébastien Chenu.
Oui, tout à fait. Sébastien Chenu qui co-dirige la cellule idées et images pour la campagne de Marine Le Pen. Sébastien Chenu, quel message souhaitez-vous envoyer dans une région où le Front National finalement fait presque 40% aux dernières régionales par exemple? La présence de Marine Le Pen ici, vous le savez, est très particulière puisque Marine Le Pen est élue de cette région. Elle en est conseillère régionale depuis un certain nombre d'années. Elle en est le député européen. Et la mobilisation incroyable aujourd'hui au Zénith démontre que les électeurs du Nord et du Pas-de-Calais sont en attente d'un message très différent de tout ce qu'ils ont subi depuis des années. Ici dans le Nord, la gauche a géré les régions, les villes, le département pendant tant d'années et la gauche a échoué. Ici, la droite est au pouvoir aujourd'hui dans le département et la région et elle est en train d'échouer. Alors oui, il y a un autre chemin qui est possible. C'est ce qu'est venu dire Marine Le Pen aux Françaises et aux Français qui sont là mobilisés au Zénith de Lille. Un autre chemin est possible, une autre politique est possible. Il faut croire en la France. Là où les autres ont échoué, il demeure une autre possibilité de rassembler les Françaises et les Français. Ceci étant, Xavier Bertrand, le président du Conseil régional des Hauts-de-France, se targue de voir le FN reculer dans la région. Il dit même que c'est ici que le Front National recule le plus parce que, je cite, il y a moins de blabla, plus de résultats et de fidélité dans les valeurs. Monsieur Bertrand est en échec total, il avait promis 60 000 emplois, ils ne sont pas venus. Monsieur Bertrand a été élu par la magouille, par le désistement des socialistes à son bénéfice, donc il n'a pas vraiment de leçons à donner. Ici, effectivement, les Françaises et les Français qui vivent dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie sont les premières victimes de ces politiques mondialistes, de ces politiques immigrationnistes. Ici, les Françaises et les Français sont les premiers à trinquer des politiques qui ont été menées pendant tant d'années. Et ici, les Françaises et les Français qui soutiennent Marine Le Pen savent qu'il faut plus de France, croire en la France, moins d'Europe, moins d'immigration. Une dernière question. Pour la première fois vendredi est paru un sondage qui donne Emmanuel Macron devant Marine Le Pen au premier tour, 26 contre 25. Quelle conclusion est-ce que vous en tirez? Nous en tirons les mêmes conclusions que lorsque les sondages nous donnaient devant Emmanuel Macron à un point près, c'est-à-dire que les vrais sondages ce sont ceux du premier tour et qu'ils vont à mon avis nous être très favorables. Je crois que la mobilisation aujourd'hui à Lille n'a rien à voir avec la mobilisation des meetings d'Emmanuel Macron désormais à moitié vide à La Réunion. Merci Sébastien Chenu. Merci beaucoup Marie Labatte pour cette réaction en direct de Lille où Marine Le Pen devrait prendre la parole d'ici une petite dizaine de minutes. Alors on entendait à l'instant Marie parler de ce sondage, même de ces sondages où eh bien, Emmanuel Macron devance désormais Marine Le Pen au premier tour. Alors c'est vrai que dans les derniers sondages, en fait, Emmanuel Macron et Marine Le Pen en fait sont au coude à coude et dans quelques sondages, Emmanuel Macron passe légèrement devant Marine Le Pen. Ce qu'il faut retenir concernant ces sondages, c'est qu'on a à l'heure actuelle donc deux candidats qui semblent s'être détachés des autres et notamment de François Fillon qui est pour l'instant donné en troisième position. Mais Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans ces sondages ils sont dans la marge d'erreur. C'est-à-dire qu'en fait on ne sait pas, on voit qu'il y a une dynamique d'Emmanuel Macron plutôt à la hausse et Marine Le Pen qui plafonne un petit peu, mais on est dans la marge d'erreur et il est impossible aujourd'hui de dire, surtout encore dans le premier tour a lieu encore maintenant dans 3 semaines, de dire qui est véritablement en tête. Il y a un coude à coude qui est intéressant à analyser. La différence entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen, malgré tout, a un socle d'électeurs sûrs de voter pour elle qui est encore beaucoup plus élevé que celui d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron progresse là aussi, puisque le socle de ses électeurs qui se disent aujourd'hui certains de voter pour lui oscille entre 50 et 60%. Mais pour Marine Le Pen, ce seuil monte à 70-80%. Donc on voit de ce point de vue-là que le socle électoral de Marine Le Pen est aujourd'hui, en tout cas, plus solide que celui d'Emmanuel Macron. Christelle Bertrand, Ludovic parlait à l'instant de cet écart entre d'un côté Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et puis le troisième homme, François Fillon, qui lui est derrière de 7 à 8 points selon les sondages. Est-ce que selon vous les courbes peuvent encore s'inverser ou l'affiche du second tour sera Emmanuel Macron-Marine Le Pen? C'est vrai que les deux primaires de droite comme de gauche nous ont appris à nous méfier des sondages parce qu'on voit que l'électorat change d'avis. C'est pas tant que les sondages se soient trompés, mais l'électorat change d'avis très peu de temps avant le premier tour. Donc effectivement, tout peut se passer. On voit que cette campagne n'a pas d'équivalent. Donc
on ne peut pas dire grand-chose. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron bénéficie effectivement d'une dynamique extrêmement forte, parce qu'il bénéficie à la fois des difficultés de la campagne de Benoît Hamon, qui s'est enferré dans ses discussions avec Jean-Luc Mélenchon. Il bénéficie bien évidemment des difficultés de François Fillon, qui chaque jour se voit contraint de gérer une nouvelle affaire. Mais il me semble-t-il, il est aussi possible que Marine Le Pen bénéficie de ces difficultés-là, des difficultés de François Fillon, qu'elle peut effectivement progresser dans cet électorat qui ne sera jamais attiré par Emmanuel Macron, qui est à la droite des Républicains et qui peut hésiter aujourd'hui entre un vote Front National ou continuer à soutenir un candidat qui est de plus en plus en difficulté. Ce qui est intéressant quand on prend un peu de recul, c'est qu'à un mois de l'élection présidentielle, du premier tour, si on regarde les sondages qui ont été faits lors de ces élections depuis 1995, à un mois du scrutin, on a eu à chaque fois ceux qui étaient en tête dans les sondages, les deux finalistes. La seule exception, c'est en 2002 avec l'invité surprise au second tour qui était Jean-Marie Le Pen au détriment de Lionel Jospin. Mais ce qui est très particulier dans cette élection présidentielle, et donc effectivement il faut se méfier, c'est qu'il y a un degré d'incertitude et une volatilité dans l'électorat qui est encore très très fort. Il y a encore quelques jours, le nombre d'électeurs qui se disaient pas certains d'aller voter à cette élection, c'était à peu près un tiers du corps électoral, et parmi ceux qui se disaient certains d'aller voter, encore 4 sur 10 disaient pouvoir changer d'avis sur le choix du candidat. Donc on voit bien qu'il y a une très grande incertitude, une très grande volatilité. Cette cristallisation de la campagne, comme on dit, ne se fait pas. Sera sans doute assez tardive, d'autant qu'on a encore 2 débats avec l'ensemble des candidats télévisés, 2 débats télévisés qui rassemblent plusieurs millions de téléspectateurs, et donc ça jouera forcément un rôle dans la cristallisation du choix des électeurs. Alors vous le voyez en direct sur ces images du Zénith de Lille, c'est actuellement Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, qui prononce un discours. Steve Briouat qui sera le seul orateur à s'exprimer avant Marine Le Pen. Marine Le Pen qui devrait donc prendre la parole d'ici 5 petites minutes. Alors on le voit, Christelle Bertrand, Marine Le Pen, eh bien, elle cherche à installer ce duel avec Emmanuel Macron. Est-ce que c'est forcément le meilleur adversaire pour elle ? C'est en tous les cas celui qui lui laisse effectivement le champ le plus libre. Parce qu'effectivement, François Fillon, on l'a vu quand il a été désigné à l'issue du second tour de la primaire, Marine Le Pen était très inquiète. Parce qu'il marche un petit peu sur ses plates-bandes. On voit bien, il est assez proche de la Manif pour tous, dans l'électorat catholique qui pourrait être aussi favorable à Marine Le Pen. Donc il y a des thématiques comme ça assez communes, un discours assez ferme sur l'immigration. Donc elle était assez inquiète. Effectivement, les affaires qui se multiplient lui offrent, le champ n'est pas immense, mais lui offre un champ assez intéressant. Après, il va être compliqué pour des électeurs qui ont toujours voté républicain de passer le Rubicon et d'aller mettre un bulletin dans l'urne pour Marine Le Pen. Ce qui est intéressant, il faut aussi se projeter sur les législatives, et ce que disent tous les conseillers politiques des Républicains aujourd'hui, c'est attention à limiter ce mouvement-là, parce que lors des législatives derrière, des gens qui ont voté Front National une première fois revoteront Front National. Donc effectivement, on est dans une période assez dangereuse où les affaires qui s'accumulent sur les épaules de François Fillon peuvent ouvrir un champ plus large que le simple champ de la présidentielle. Ce qui est clair, c'est qu'à tort ou à raison, Marine Le Pen, elle considère aujourd'hui effectivement que le meilleur adversaire pour elle au second tour, ce serait Emmanuel Macron. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle estime que si Emmanuel Macron se retrouve face à elle au second tour, elle aura plus de réserves de voix et qu'un certain nombre d'électeurs de François Fillon et même de Jean-Luc Mélenchon pourraient finalement se reporter sur elle plutôt que sur Emmanuel Macron. Et puis, à plus long terme, elle estime que même si elle devait perdre finalement contre Emmanuel Macron, ça participerait en tout cas de la recomposition du paysage politique français qu'elle essaye d'installer. C'est-à-dire qu'on voit bien que, notamment lors du débat télévisé de la semaine dernière, elle a essayé d'installer ce match avec Emmanuel Macron pour donner déjà l'impression qu'ils étaient tous les deux en finale, parce que ça participe, selon la rhétorique du Front National, d'une sorte d'opposition entre Emmanuel Macron qui serait le mondialiste et Marine Le Pen qui serait la candidate du patriotisme. Donc on voit bien qu'il y a une volonté objective de Marine Le Pen de mettre Emmanuel Macron en face d'elle pour recomposer à terme, même si elle devait perdre l'élection présidentielle. Il incarne tout ce qu'elle combat, c'est-à-dire cette France d'en haut, venue de la banque, ce monde de la finance, tout ce discours qu'elle
qu'elle étoffe depuis des années et des années, finalement, Emmanuel Macron l'incarne. Donc il est assez facile à taper, entre guillemets, pour elle. C'est cette France d'en haut dont ses électeurs ne veulent plus. Et même s'il porte un discours qui est plus subtil que celui-là, en termes de symbole, de symbolique, effectivement, c'est le candidat idéal pour elle. Alors justement, vous parliez de ce débat de lundi auquel Marine Le Pen a participé. C'était le premier du genre, certes, mais c'est la première fois qu'un candidat FN à la présidentielle se retrouve en débat avec d'autres candidats. Est-ce que c'est l'illustration de la réussite de la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen ? Oui, incontestablement, la voir au milieu des autres principaux candidats, comme si finalement elle-même était la candidate du Front National était devenue une candidate comme les autres, ça c'est un peu le triomphe effectivement de sa stratégie de dédiabolisation. Il faut se souvenir qu'il y a 15 ans, en 2002, Jacques Chirac, lui, avait refusé de débattre entre les deux tours avec Jean-Marie Le Pen. Donc incontestablement, ça participe à l'installation du Front National dans le paysage politique français. Après, il y a toujours cette question du plafond de verre concernant le Front National, et c'est ça l'enjeu de Marine Le Pen aujourd'hui. Elle est donnée qualifiée pour le second tour quoi qu'il arrive, mais tous les sondages en même temps la donnent battue à ce même second tour. Quel que soit l'adversaire. Et on le voyait très bien au moment des régionales, d'ailleurs. On disait tout à l'heure qu'elle était arrivée en tête dans les Hauts-de-France et qu'elle avait même réalisé le meilleur score au niveau national. Mais elle a très peu progressé à l'époque entre les deux tours, puisqu'elle avait fait un peu plus de 40% au premier tour, et entre les deux tours, elle a gagné à peine 2 points pour finir à environ 42%. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté à franchir ce palier-là. Elle est installée aujourd'hui dans le paysage politique français, Marine Le Pen, mais sa personne et son projet inquiètent encore, et donc le défi pour elle, c'est d'arriver à rassurer. Est-ce qu'elle peut réussir à le briser, ce plafond de verre, Marine Le Pen, ou est-ce que le Front républicain, qui avait joué pendant les régionales, puisque le Parti socialiste s'était désisté au profit de Xavier Bertrand, est-ce que ce Front républicain jouera encore pendant cette élection présidentielle ? Je dirais qu'Emmanuel Macron incarne presque en lui-même le Front républicain, puisqu'il est en train de réunir à la fois des élus de droite, des élus de gauche. Donc oui, il me semble que la configuration va faire que ce Front républicain va fonctionner, parce que si c'est lui qui est opposé à Marine Le Pen, et les électeurs de gauche et les électeurs de droite auront assez peu de difficultés à aller voter pour lui. La question se pose en revanche si François Fillon était le candidat face à Marine Le Pen au second tour. Est-ce que ce Front républicain fonctionnerait avec la candidature de François Fillon? Est-ce que les électeurs se mobiliseraient pour aller voter contre elle? Je ne suis pas sûre. Vous le voyez sur ces images en direct du Zénith de Lille, le clip de campagne de Marine Le Pen qui est actuellement projeté. Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, a fini son discours, et c'est maintenant Marine Le Pen, la présidente du Front National, candidate à la présidentielle, qui va prendre la parole. Marine Le Pen qui ne devrait pas tarder à arriver dans ce Zénith de Lille. Alors Marine Le Pen qui donnait ce matin une grande interview aux Parisiens, qui répondait aux questions des lecteurs, Ludovic Faux, et bien sûr des questions lui ont été posées sur les affaires, et elle a répondu qu'elle était victime d'une persécution judiciaire de la part de Martin Schulz et du Parlement européen. Est-ce que sur cette question, accuser l'Union européenne, c'est une stratégie qui parle à son électorat? Alors que vous le voyez, elle arrive en direct sur ces images. Marine Le Pen qui fait donc son entrée dans ce Zénith de Lille. Marie Labatte, vous le disiez, un Zénith plein, plus de 5000 personnes réunies à Lille pour écouter la présidente du Front National, Marine Le Pen, qui devrait prononcer un discours d'1 heure pour l'un de ces grands meetings régionaux. Marine Le Pen qui a 9 meetings régionaux à son programme d'ici le premier tour de la présidentielle. Je vous laisse vivre en direct l'arrivée de Marine Le Pen dans ce Zénith de Lille. Mes chers compatriotes, me voilà sur cette terre du Nord, si chère à mon cœur,
cette terre à laquelle le pays doit tant. Une terre heureuse, laborieuse, généreuse, mais aussi une terre pétrie de la sueur des mineurs, du sang de nos poilus et de larmes des générations de Français qui s'y sont succédés. Une terre qui, comme toujours dans notre histoire, debout face au vent du doute, dans l'adversité s'est tenue impassible, stoïque, héroïque. Une terre qui, je ne l'oublie pas, il y a exactement 10 ans, tenait intacte en son cœur, au cœur du bassin minier, la lueur vacillante de l'espérance nationale. Hénin Beaumont, rappelez-vous, cher Hénin Beaumont, cher Steve, fut le seul second tour de l'élection législative. Il y a 10 ans, cette petite lueur est devenue flamme. Elle a gagné l'ensemble du pays et embrase aujourd'hui le cœur de millions de compatriotes. Nous avons ramassé le drapeau qui était dans le caniveau. Nous l'avons brandi quand les autres le honnissaient. Nous en avons fait un signe de ralliement, la marque d'un ancrage vivant et fraternel. Nous allons en faire à nouveau l'étendard de la liberté, de la grandeur et du renouveau de la France. De cette tribune et devant tout le pays, à mes chers compatriotes du Nord-Pas-de-Calais, à mes amis si chers d'Hénin Beaumont et du bassin minier, je veux dire ma gratitude, celle du mouvement national, celle de tous ceux qui ont la France au cœur. Grâce à vous, depuis 2007 et grâce à votre patriotisme électoral sans cesse renouvelé et amplifié au cours des élections, de plus en plus de Français se sont mis à espérer dans le redressement national. Merci. Merci. Votre courage, votre lucidité, votre attachement à notre drapeau témoignent une fois de plus, s'il en était besoin, que c'est du peuple et de lui seul que viendra le salut du pays. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est le doute qui s'instille en nous, Français, sur notre capacité à décider pour nous-mêmes, sur notre capacité à affronter par nous-mêmes le monde, la mondialisation, les attaques de ceux qui, comme l'islamisme, souhaitent nous asservir. Notre combat est celui de notre identité, et donc celui de notre souveraineté. Un pays qui perd sa richesse s'affaiblit, un pays qui s'accable d'impôts s'appauvrit, un pays qui voit son identité s'effacer est menacé parce qu'il ne sait plus d'où il vient, qui il est, mais un pays qui rompt à la fois avec sa souveraineté et son identité est perdu. Or, la France, vous le constatez chaque jour, vit une amputation de sa souveraineté. Et notre peuple subit une dépossession de son identité. Pour autant, nous sommes ici pour réveiller la conscience nationale que certains voudraient voir assoupie et même voudraient anéantir. Nous sommes ici pour dire que nous voulons renouer avec la grandeur de notre pays. Nous voulons retrouver l'indépendance de la nation, le règne de nos lois, la douceur de notre liberté. Dans cette élection, mes chers amis, il y a les gens du système et nous. Ce qui nous différencie de nos adversaires, c'est que nous croyons en la France. Eux ont cessé d'y croire et ils professent un discours de soumission, d'abandon, et je le dis avec peine, avec effroi, de trahison. Je veux en revenir au cœur de cette élection présidentielle, à son enjeu même. Va-t-on poursuivre avec l'oligarchie, le système qui décide des affaires de la France depuis des années? Ou va-t-on remettre le gouvernement et l'État au service exclusif du peuple français?
observation stricte de ce que celui-ci décidera pour notre destin commun. Les deux principaux adversaires sont une incarnation parfaite de cette oligarchie qui décide, de ce système qui oppresse et brutalise. Ils ont été au pouvoir. Ils ont été au pouvoir. Ils ont servi 2 présidents successifs. Leurs partis politiques, même recoloriés le temps d'une campagne pour l'un d'eux, sont aux responsabilités depuis longtemps. Ils ont un bilan très mauvais. Leurs promesses de campagne sont changeantes selon les jours et les sondages. Leurs propos sont souvent flous, changeants eux aussi. Les 2 principaux adversaires sont le système, celui qui nous a menés exactement où nous sommes aujourd'hui. Les 2 veulent davantage encore d'Union européenne. Les 2 veulent des gouvernements de la zone euro, des ministres européens. Les 2 veulent donc à terme encore moins de souveraineté nationale, encore moins de France, encore plus de transferts financiers vers l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud. Ce qui se profile, c'est bien sûr l'impôt européen, un de plus. Ce qui est certain, c'est la domination de l'Allemagne, qui continuera d'imposer sa politique et ses choix selon ses intérêts, mais contre les intérêts de la France et des autres nations. Mon choix est tout autre. Je veux plus de France. Je veux retrouver notre souveraineté nationale, c'est-à-dire notre liberté et notre indépendance. Un vieux et grand pays comme la France y a tout autant droit que n'importe quelle autre nation du monde. Nous ne souhaitons plus être dépossédés de notre pouvoir démocratique. Je veux que ce soit vous qui décidiez. Ainsi, les Français seraient-ils incapables d'assumer leur souveraineté monétaire, c'est-à-dire diriger leur économie? Mais je vous pose la question, n'a-t-on pas eu notre propre monnaie durant 15 siècles? Bien sûr que oui. Et cette monnaie a été l'instrument de nos succès économiques qui ont fait de nous, dans l'histoire, une des premières puissances mondiales. À partir du moment où l'euro n'a pas apporté les promesses de prospérité et de pouvoir d'achat que ses promoteurs nous avaient vendus, serait-il illégitime de poser le problème, de mettre le dossier sur la table, d'essayer d'analyser objectivement ce qui ne va pas? Ah, le déni de réalité est souvent plus confortable, mais il n'est jamais une solution. Élu, je poserai le problème à nos partenaires européens et à l'issue de la négociation, je soumettrai cette question au référendum des Français. C'est eux qui auront le dernier mot. Qui aura le dernier mot, puisque c'est le peuple qui est le sujet politique dans notre démocratie et que rien ne peut se décider sans lui et encore moins contre lui. Sur notre souveraineté territoriale, je pose la question. Les Français seraient-ils à ce point sous dépendance intellectuelle qu'il nous faille accepter de confier les clés de notre maison, la Maison France, à des autorités extérieures? À des commissaires illégitimes et inconnus de tous? À ces oligarques de l'ordre mondial qui, de leur immeuble de verre à Bruxelles, nous administrent comme si nous étions leur colonie? Non. La France est notre pays. C'est à nous de décider de nos lois, de notre organisation administrative, du système de solidarité que nous voulons établir entre Français.
déplaise à certains, je le réaffirme, il appartient aux Français et à eux seuls de décider qui rentre et qui sort de France, qui s'y installe et qui n'y est pas le bienvenu. Non, nous ne voulons pas des migrants de Madame Merkel. Nous ne voulons pas de l'immigration économique qu'un certain patronat voudrait nous imposer pour faire baisser les salaires et voir grandir ainsi leurs profits privés. Quand le coût, bien entendu, de cette main-d'œuvre est mutualisé, c'est-à-dire payé avec de l'argent public en puisant dans vos poches. Je refuse d'admettre qu'une autorité de tutelle budgétaire supranationale ou un commissaire politique se croit autorisé à définir pour nous les limites ou la nature de nos dépenses publiques. Je refuse que cette autorité non contrôlée se permette de nous infliger des amendes pour des décisions qui relèvent normalement de notre souveraineté de peuple. Que cette autorité supranationale veuille nous interdire le patriotisme, c'est-à-dire d'aimer notre pays, de le gérer et de le défendre. Mais nos dirigeants ont oublié que le titre premier de la Constitution a pour titre de la souveraineté. La souveraineté de la France, grâce à vous, avec vous et pour vous, je la rétablirai. Nous croyons que la France possède une identité culturelle et civilisationnelle, bien sûr, mais aussi une identité institutionnelle, une identité économique et une identité sociale. Une identité institutionnelle parce que son découpage territorial, commune, département, est le fruit de notre histoire. Parce que nos institutions sont régies par une constitution qui est une admirable synthèse et un subtil équilibre voulu par le général de Gaulle. Parce que notre pays est profondément attaché à sa liberté et à la souveraineté du peuple. Comme présidente de la République, je veux que notre Constitution retrouve sa signification, toute sa signification. Je ferai une application de l'article 1er qui nous rappelle cette règle essentielle. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle est indivisible. Je mettrai fin aux dérives communautaristes et mettrai au pas les féodalités. Elle est laïque. Je rappellerai cette règle qui est indispensable à la paix civile en imposant aux fanatiques religieux la laïcité dans l'espace public. Elle est démocratique. Je rapprocherai le pouvoir du peuple en maintenant les échelons de la démocratie de proximité et de contrôle que sont les départements et les communes, je l'ai dit. J'instaurerai un référendum d'initiative populaire. J'assurerai une parfaite représentation parlementaire par l'instauration de la proportionnelle avec une prime majoritaire pour favoriser l'émergence de majorités de gouvernement. Les Français n'en peuvent plus de voter et de ne pas être représentés dans la maison du peuple que doit redevenir l'Assemblée nationale. Notre République, enfin, elle est sociale. Je m'y engage, car je crois qu'il ne peut y avoir d'unité nationale s'il n'y a pas de fraternité nationale. La solidarité nationale est le prolongement naturel de l'affection que nous nous portons entre nous et qui s'appelle le patriotisme. Les institutions, j'y suis 1000 fois plus attaché que les représentants du système. Présidente, je ferai respecter l'article 5 de la Constitution, qui fait du chef de l'État le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Je renégocierai les traités qui organisent abusivement les ingérences étrangères
et européiste dans nos affaires intérieures. Je renégocierai avec l'Union européenne le retour de nos souverainetés monétaires, législatives, territoriales et budgétaires. Je sortirai la France du commandement intégré de l'OTAN. J'organiserai la reconquête des territoires de la République pour que la loi républicaine s'applique partout avec pour levier juridique l'état de droit. Bref, je rendrai à la France son indépendance et son intégrité territoriale. Mais... aux Français que c'est la mission première du président de la République. Messieurs Fillon et Macron, eux, ne veulent pas être président de la République. Ils sont en réalité les représentants d'intérêts privés. Ils sont des rouages d'intérêts commerciaux, des courroies de transmission de la finance. Ce sont eux qu'ils veulent installer à l'Élysée. Fillon et Macron, les banques face aux assurances, les assurances face aux laboratoires pharmaceutiques, AXA face à Servier, Marc Ladrette de la Charrière face à Bernard Arnault, tel groupe de médias face à tel autre. Même si sur ce dernier point, on doit reconnaître à M. Macron une incontestable longueur d'avance parmi la poignée de grands patrons qui possèdent l'intégralité des médias français et de la presse, la plupart roulent pour Macron. Et il croit que vous ne l'avez pas vu, y compris France Télévisions, et puis tant pis pour les Français qui paient la redevance pour assister à ce spectacle. Macron et Fillon, c'est aussi telle agence de communication face à telle autre. Eh bien moi, mes chers compatriotes, je suis libre. Libre de vous défendre, vous. Une femme libre qui n'a d'ascenseur à renvoyer à personne, qui n'a aucun média à remercier, aucun grand patron à qui il faudra un jour donner un coup de pouce dans ses affaires, aucune banque, aucune assurance, aucun laboratoire pharmaceutique à qui un jour l'État devra faire un chèque ou accorder une autorisation indue, aucun copain à décorer indûment de la Légion d'honneur, aucune monarchie pétrolière à qui il faudra faire plaisir en lui accordant une exonération fiscale sur les plus-values immobilières, comme l'a fait M. Fillon pour le Qatar et l'Arabie Saoudite. J'appliquerai mon projet que j'ai présenté sans flou, sans détour, avec beaucoup de clarté et qui est en ligne sur mon site de campagne Marine 2017. J'aurai du courage et de la détermination face aux intérêts privés. Je ferai des référendums pour savoir ce que veulent les Français quand des grandes questions devront être tranchées. Et je respecterai le résultat de ces référendums, même s'il me déplaît, afin que plus jamais, la volonté des Français ne soit trahie comme elle le fut en 2005 après le référendum sur la Constitution européenne. Je créerai enfin le référendum d'initiative populaire pour que le peuple puisse lui-même déclencher des référendums. Je demanderai à mon gouvernement d'être le gouvernement de la France, de se consacrer sur cette tâche et de refuser de faire chaque jour de la politique politicienne.
Un ministre ne doit pas s'engager dans une campagne électorale quand il n'est pas lui-même candidat. Il n'est pas payé pour cela. Il est payé pour travailler au bien commun. Il est payé pour servir la France. Identité institutionnelle, disais-je, mais aussi identité économique. Une identité économique que l'on appelle parfois colbertisme, par référence à ce grand ministre de Louis XIV dont elle s'inscrit dans une tradition historique. Cette identité induit un rôle particulier de l'État dans notre économie. Non pour brimer, mais pour accompagner. Non pour s'ingérer, mais pour garantir à tous la liberté et l'égalité. Cette identité économique particulière intègre aussi le rapport que nous pourrions qualifier de pudique des Français avec l'argent. Elle prend en compte la taille ou la nature de notre tissu d'entreprise. Elle incorpore dans son fonctionnement et nos raisonnements économiques, notre histoire sociale ou nos habitudes de vie. Le projet présidentiel que je défends est conforme à cette idée économique qui nous est propre. Lisez-le. Vous verrez qu'il fait de l'État le promoteur et le garant d'un environnement économique favorable, au service de l'activité économique et donc au service de l'emploi. Il empêche les féodalités financières de faire régner la loi du plus fort, du plus influent, du plus intouchable. Il accompagne réellement les PME-PMI qui sont les grandes créatrices d'emplois. Notre identité économique, c'est également d'avoir un État patriote. Je veux dire, économiquement patriote. Un État responsable qui intervient lorsque le privé est défaillant dès lors que l'intérêt national le commande. Un État concerné qui prend des initiatives quand les projets d'avenir sont trop coûteux, comme le lancement de filières nouvelles, celle par exemple de l'hydrogène. Un État soucieux de l'intérêt collectif qui refuse de détourner le regard lorsque des grands groupes interdisent une recherche qui le concurrencerait, comme les laboratoires pharmaceutiques avec les génériques par exemple. Ou encore les complémentaires santé qui dépensent 8 milliards en frais de gestion et qui contribuent donc à surenchérir les coûts, particulièrement pour les personnes âgées. Souvenez-vous, en 1999, Lionel Jospin, Premier ministre socialiste déjà résigné devant les méfaits de la mondialisation, déclarait devant les salariés effondrés par des licenciements massifs « L'État ne peut pas tout ». Cet État, comme celui représenté par le socialiste Jean-Marc Ayrault à Florange, a déserté. L'État que je conduirai, sera aux côtés des entreprises, aux côtés des travailleurs, pour produire français. C'est-à-dire que l'État sera, mesdames et messieurs, le premier défenseur de vos emplois et celui de vos enfants. Mes concurrents, eux, se moquent du rôle de l'État dans l'économie parce que le système, justement, ne veut plus que l'État intervienne. Que dire d'ailleurs de leur commune soumission à la loi El Khomri et de leur silence inquiétant sur l'union bancaire reprise dans la loi Sapin II qui met en danger grave l'épargne des Français en incitant les banques à venir y piocher librement quand elles seront en difficulté, comme elles l'ont fait d'ailleurs, souvenez-vous, à Chypre. Ah ben oui, mais cette disposition est un autre des nombreux fruits pourris de l'euro. Eh bien, je l'abrogerai pour sécuriser l'épargne des Français et des retraités. Et je retirerai la loi El Khomri qui précarise les travailleurs, en particulier les femmes, sans rien apporter aux entreprises. J'engagerai la France dans la voie du patriotisme économique pour nos petites entreprises, pour nos exploitations agricoles. Je mettrai fin au scandale du RSI pour nos indépendants. Je l'ai dit,
Je procéderai d'ailleurs à une amnistie des arriérés du RSI, tant les erreurs ont été nombreuses de la part de cette structure au détriment de nos indépendants. Je ferai le choix pour tous les Français d'un impôt plus juste pour les ménages, en baissant de 10% les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu, plus juste pour les entreprises, en abaissant le taux à 24% pour les PME-PMI. Mais je demanderai aux grands groupes de participer à la solidarité nationale en payant leurs impôts en France, sous peine d'être privés des marchés publics de l'État. Je serai, mes chers amis, respectueuse de chaque euro dépensé publiquement, en menant une bataille déterminée contre les gabegies et la dépense publique la plus nocive. Bien sûr, je pense au coût faramineux de l'asile en France, au coût général de l'immigration de masse. On les baissera drastiquement. Je pense aussi aux milliards versés à l'Union européenne, qui nous en rend 9 de moins que ce qu'elle reçoit de nous. On dit qu'elle est généreuse. Nous sommes bien généreux avec elle, compte tenu de ses résultats pitoyables. Eh bien, on y mettra fin. Je serai intransigeante avec la fraude sociale, la fraude fiscale, l'argent détourné par le clientélisme et le financement du communautarisme. Je miserai sur l'innovation, notamment en matière de santé, car elle permet de substantielles économies. Je dégagerai la France de la dépendance de la finance mondialisée, en redonnant à la Banque de France la possibilité de prêter directement à l'État et en francisant notre dette pour éviter qu'elle ne soit majoritairement détenue par l'étranger, comme c'est le cas aujourd'hui. Je protégerai nos trésors industriels contre la rapacité de fonds vautours étrangers qui cherchent à les dépecer. En un mot, je choisirai la voie du bien-être des Français, celle qui est définie par les Français et non le cul-de-sac imposé par l'Union européenne et les banques. Notre identité, c'est aussi notre identité sociale. Notre identité sociale, elle fait de la France une exception, avec un système de solidarité nationale particulier qui est un héritage de la doctrine sociale de l'Église comme de l'histoire de notre mouvement social. Au nom de logiques soi-disant comptables, mais en réalité idéologiques, ultralibérales, certains proposent de détruire notre système. Privatisation de la sécurité sociale, émiettement du droit du travail par entreprise, suppression de la majoration des heures supplémentaires, allongement indéfini de l'âge de la retraite, du départ à la retraite, réduction drastique de l'indemnisation des chômeurs. Eh bien, moi, je me refuse à la logique de destruction, parce qu'il y aurait des dysfonctionnements que d'ailleurs personne, et surtout pas moi, ne conteste, mais dont précisément ceux qui veulent tout bazarder portent la responsabilité. La fraude sociale, comme le gaspillage, doivent être stoppés, afin de pouvoir, entre autres, rétablir le caractère universel des allocations familiales, rétablir la demi-part fiscale pour les veufs et veuves, augmenter de 20% le minimum vieillesse, augmenter de 20% l'allocation adulte handicapé. Social doit être remis en ordre, modernisé, amélioré, mais certainement pas détruit. Et nous le ferons en 5 ans. C'est l'axe social de mon projet. Identité culturelle, économique, institutionnelle, sociale, c'est tout cela qui fait l'âme d'un peuple, de notre peuple et de tout le peuple. Mes amis, au moment où je vous parle du peuple de France et de tout le peuple de France,
Il me faut m'arrêter quelques minutes sur une partie du peuple que le système oublie plus que tous les autres et qui est un véritable concentré de toutes les atteintes à la nation, à ce qui devrait aujourd'hui faire la nation française. Je veux vous parler de la Guyane. La Guyane va mal. La Guyane va si mal que Madame Royal, en visite ministérielle, a dû s'enfuir en catimini de peur d'avoir à assumer les responsabilités d'un État manifestement défaillant. Depuis près d'une semaine, la Guyane est bloquée. Depuis près d'une semaine, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni subissent les affres de barrages bloquants. Depuis près d'une semaine, le centre spatial fait savoir que le tir de fusée est différé. Depuis près d'une semaine, les avions sont contraints de faire demi-tour ou d'être déroutés sur les aéroports voisins parce qu'ils ne peuvent plus se poser à Cayenne. Depuis près d'une semaine, la ministre de l'Outre-mer n'a rien trouvé de mieux que de convoquer une réunion à la fin du mois sous les lambris de son ministère. Je vous laisse imaginer que dans pareil cas, mon ministre serait déjà à pied d'œuvre pour dialoguer sur le terrain. Cette incapacité de la ministre à réagir est telle que le Premier ministre a fini par la désavouer en envoyant une mission interministérielle présidée par un haut fonctionnaire. Pendant près d'une semaine, les médias nationaux sont restés totalement silencieux. Ce qui est certain, c'est que nos compatriotes d'outre-mer sont malheureusement habitués à la condescendance de certaines pseudo-élites métropolitaines qui, s'agissant de nos lointains départements, n'ont à la bouche que les mots confettis d'empire, danseuse de la République, et savent, comme l'a écrit Daniel Maximin, que ce sont les seules régions de France pour lesquelles on demande combien ça coûte et si ça rapporte. La réalité, chers amis, est que depuis 10 ans, les gouvernements successifs se sont contentés pour l'outre-mer d'un service qui, à force d'être cruellement minimum, en est devenu coupablement insuffisant. J'étais en Guyane il y a quelques semaines. J'ai vu et j'ai compris, à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni, que nos compatriotes de Guyane n'en peuvent plus. Ils sont comme nous tous, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus d'une immigration massive. Ils n'en peuvent plus de l'insécurité qu'elle génère. Quand 50% des détenus en Guyane sont étrangers. Ils n'en peuvent plus que la Guyane soit devenue le département le plus criminogène de France. Ils n'en peuvent plus de la saturation des services publics et de ne plus avoir accès à des services de santé débordés. Si je n'excuse pas les blocages de ces collectifs citoyens, honnêtement, je les comprends. À tous les Français d'outre-mer, je veux dire, il est temps enfin que l'outre-mer soit traitée à la hauteur de la chance qu'elle représente pour notre pays. Il est grand temps aussi d'y remettre de l'ordre. Je veux leur dire que je nommerai un ministre d'État de l'outre-mer et de la mer qui, en Guyane, s'attellera à la lutte contre l'immigration, contre l'insécurité, au développement économique, au travers d'un véritable plan de désenclavement des différentes régions du département. Merci. Merci à vous de me permettre de leur dire que s'ils sont loin de nos yeux, nos compatriotes d'outre-mer ne doivent pas rester loin de notre cœur et encore moins de toute l'attention de l'État qu'ils méritent. Eux qui nous rappellent par leur existence même comme la France est grande. Car les mondialistes, et parmi eux les européistes béats, croient que la France est trop petite. Nous croyons que leur Europe est trop petite pour la France. Dans leur monde, il serait logique que les Français acceptent une double soumission. La soumission d'en haut, devant les instances supranationales de l'Union européenne, et la soumission d'en bas, imposée par les bandes de voyous ou les islamistes. Avec nous, les Français ne baisseront pas la tête, ni devant les uns, ni devant les autres.
l'émancipation, à la libération. Un appel à la rébellion contre les féodalités qui veulent nous placer sous le joug du tout économique ou du tout religieux. Un appel à tous les patriotes à se regrouper derrière notre drapeau, nos valeurs, notre fierté retrouvée pour relever notre peuple et revivifier notre esprit national. Les politiciens du système que vous voyez à longueur d'antenne expliquaient que nous ne sommes plus rien et que nous ne comptons plus dans le monde. Ils ont tiré l'échelle. Peut-être parce qu'ils ne croient pas en eux. Ils clament qu'il ne faut plus croire en la France, que nous ne sommes plus capables de rien, que nous n'avons plus d'avenir dans le cadre français. Ces politiciens développent une vision post-nationale, c'est-à-dire qu'ils cherchent à enterrer toute idée de communauté nationale. Ils sont chez nous la voix ou les soutiens de ceux qui véhiculent l'esprit d'abandon, et on l'a vu depuis plusieurs décennies, de repentance. Leur trahison, c'est le prix de leur admission dans la caste mondiale. Celle qui se réunit à Davos, qui passe sans vergogne des fonctions publiques aux banques d'affaires. Celle qui vit grassement du trafic d'influence internationale en utilisant un carnet d'adresses, par exemple, de Premier ministre. Ils prétendent que la cupidité, la dévotion à l'argent, la loi du plus fort, seraient source de vertu, puisqu'elles généreraient en matière économique de l'initiative et du dynamisme. Qui sont-ils pour croire que des vices agglomérés feraient naître de la vertu? En matière économique, comme dans tous les domaines, l'accumulation du vice produit du vice et non de la vertu. Écoutez-les, les mondialistes. Ils clament que l'économie rapproche les personnes quand la culture les isole. Cette vision ignore ce qu'est profondément un être humain, c'est-à-dire un être de conscience. Nous pensons que la culture fait notre humanité, qu'elle nous rapproche de nos compatriotes qui la partagent, mais aussi qu'elle nous rapproche des autres cultures en nous permettant de les apprécier pleinement. Le danger qui nous guette, ce n'est pas seulement la déshumanisation de notre société. Lorsque le mondialisme hédoniste fait le vide dans les têtes, le totalitarisme islamiste n'a plus qu'à les remplir. Les uns affirment que l'individualisme est la condition de la liberté, alors qu'il est un facteur d'isolement dans un chacun pour soi égoïste et destructeur. Les autres prétendent que le communautarisme créerait de nouvelles harmonies. Nous savons que les sociétés multiculturelles, par essence déculturées, sont multiconflictuelles et que ce projet présenté comme humaniste est en réalité un retour au Moyen-Âge, la programmation d'une assignation à résidence communautaire. Or, ce que demandent les Français dans leur quasi-unanimité, c'est de vivre chez eux comme des Français. L'identité se vit d'abord comme un sentiment non pas dirigé contre l'autre, mais vers l'autre. Pour mieux le comprendre, on respecte d'autant mieux l'autre qu'on s'accepte soi-même. Pour être dépaysé, il faut être d'un pays. Il faut pouvoir apprécier la diversité du monde. Les mondialistes travaillent contre tout ce qui contrarie le libre-échange planétaire. Ils s'affairent à l'événement d'un monde asservi à la loi de l'argent volatile, à la soumission du monde à la marchandisation de tout, y compris des personnes. Dans cette région du nord de la France, martyrisée par la mondialisation, par les délocalisations sauvages, par les licenciements boursiers
Innombrables sont les familles qui ont vécu dans leur quotidien les traumatismes de cette logique inhumaine, de cette logique intolérable qui nie l'individu et broie les vies. Avec moi, cette logique-là n'aura plus droit de citer. Pas plus qu'elle ne s'occupe du sort des hommes. La caste ne s'intéresse aux nations parce qu'elle les regarde de trop haut. Elle les regarde avec mépris et condescendance. Je me félicite que grâce à nous, grâce à vous qui êtes là aujourd'hui, grâce à tous ceux qui soutiennent notre mouvement de redressement national, français, de métropole, d'outre-mer ou de l'étranger, ces mondialistes nous regardent aujourd'hui avec crainte. Leur monde est un monde qui renie les frontières parce qu'elles sont un obstacle à leur projet hégémonique et à leur volonté de puissance. Prenez un billet de 10 € et regardez-le. Dans leur monde, comme sur ce billet de Monopoly de l'euro, il n'y a aucune personne, aucun paysage existant, que des ponts imaginaires, des paysages qui n'existent pas. C'est un monde qui ne repose sur rien, qui n'exprime rien, en tout cas rien d'humain. Avec la chute du mur de Berlin, l'Occident a cru comme des enfants à la fin d'un récit avec des ogres et des monstres à la fin de l'histoire. Ils ont oublié qu'à l'échelle des hommes, il n'y a pas de frein à l'histoire. Dans la foulée, puisque les méchants avaient été convertis au libre-échangisme généralisé, tous les murs avaient vocation à être détruits. L'idéologie du sans-frontiérisme, de la disparition des frontières, s'est heurtée au mur des réalités, qui, lui, ne tombe jamais. Au fur et à mesure qu'on a abaissé nos frontières nationales, nous avons été contraints d'en ériger de nouvelles, à l'intérieur du pays. Les Calaisiens le savent, lorsqu'ils longent cette autoroute bordée par des grillages de 6 mètres de haut. Les Dunkerquois le voient quand ils passent aux abords du camp de Grande-Sainte, masqués par d'interminables palissades. Les Parisiens vont le percevoir avec ce mur de verre de 3 mètres prévu autour de la Tour Eiffel pour protéger les touristes des voleurs. Vous-même, mesdames et messieurs, comme particuliers, vous en faites la triste expérience avec la nécessité des clôtures de plus en plus hautes, de portes blindées, de plus en plus résistantes, de clés, de codes, de systèmes d'alarme. Eh oui, les murs que nous n'avons plus à l'extérieur pour nous protéger collectivement, nous avons l'obligation de les reconstruire à l'intérieur pour nous protéger individuellement. Nous le voyons, la frontière délimite un cercle d'inclusion, un espace au sein duquel la nation peut vivre paisiblement et où peuvent s'affirmer et s'épanouir des affections et donc une solidarité naturelle. Un pays qui n'a plus de contours, n'a plus de compteurs. Pour les mondialistes, les hommes sont interchangeables. Ils sont de partout, donc de nulle part. Ils peuvent aller partout puisque toute frontière est pour eux illégitime. Pour les politiciens du système, un responsable politique ne conduit pas un pays, mais administre des populations. Il ne fait pas respecter l'ordre, mais négocie la paix civile. Il ne voit pas à long terme, puisque, comme on le dit à Wall Street, à long terme, on est mort. Churchill disait, le politicien pense à la prochaine élection, l'homme d'État à la prochaine génération. Nous refusons de vivre dans leur monde, qui veut installer une société nomade, déracinée, désaffiliée, sans patrie et même sans sexe. Même à l'école, on nage dans les expérimentations idéologiques de quelques apprentis sorciers auxquels la lâcheté de nos politiques, leur ignorance, leur vide intellectuel ont donné une inquiétante portée. Pour faire prospérer son petit commerce, le marché mondial unique a besoin d'un homme unique, correspondant à un monde uniforme, gris,
qui excommunie la diversité humaine, bannit les appartenances naturelles, congédie les filiations historiques. Leur règne est celui du laisser-aller, laisser-passer, laisser-faire, d'une croyance irresponsable dans une fécondité du chaos, de la table rase, bref, la prétention de ceux qui se croient redevables de rien. Leur vraie patrie, c'est le marché planétaire de masse. Il n'y a plus ni douane, ni territoire, ni nation. Cette idéologie conduit à une civilisation qui ampute l'individu de son appartenance sociale, familiale, culturelle, qui le livre corps et âme au marketing commercial et aux manipulations de masse. Contre les faits, contre le réel, contre les évidences, ces politiciens du système continuent leur incantation sur la mondialisation heureuse, leurs injonctions stupides à bannir notre patrimoine de souvenirs. Nous ne voulons pas que les hommes soient réduits à de produits taillables, corvéables à merci, puis jetables quand ils ont fini de servir. Oh, nous avons bien vu. La CAF agit contre les intérêts de notre peuple en essayant de le diluer par amnésie. On comprend mieux alors les déclarations de M. Macron affirmant qu'il n'y a pas de culture française, qu'il n'a même jamais vu d'art français. Un peuple qui perd la mémoire est un peuple qui s'égare, qui perd toute orientation. Un peuple qui oublie son histoire et sa culture est un peuple en perdition. Mitterrand le savait, il l'avait rappelé d'ailleurs dans une formule restée célèbre, un peuple qui n'enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son identité. C'est la raison pour laquelle ses successeurs, qui ont décidé de s'attaquer délibérément à la nation, prennent un soin militant à bannir de l'école un enseignement correct de notre histoire nationale. On l'ampute au point que nos enfants n'y trouvent plus de logique, de continuité, de fierté. Nous croyons et nous voulons une France qui transmet et se transmet. Une France qui transmet, c'est celle d'une école où le maître est respecté, où l'uniforme évitera la concurrence des marques, où le même enseignement, un enseignement de grande qualité, est dispensé à tous. Une école où les savoirs élémentaires, lire, écrire, compter, sont au cœur du projet éducatif. Une école où tous les enfants apprennent à aimer et à respecter la France. Les petits-enfants doivent y apprendre le récit national qui leur fait célébrer nos victoires, admirer nos héros, pleurer nos déchirements et comprendre l'âme collective qui fait de nous, tout au fond de notre cœur, des filles et fils de France. Les petits Français apprendront à maîtriser leur langue, qui fait vivre dans notre cœur les sentiments tels que nous les exprimons, notre belle langue française, qui exprime notre rapport au monde tel que nous le percevons et qui, à ce titre, porte une part importante du génie intime de la nation. L'école aura pour mission de bâtir le socle de l'assimilation française et républicaine. Élie de Noix de Saint-Marc, ce grand soldat qui avait connu la déportation, nous rappelait « Les seuls édifices qui tiennent sont intérieurs. Les citadelles de l'esprit restent debout plus longtemps que les murailles de pierre. » Nous voulons donc une France qui se transmet. Une France qui se transmet comme on transmet un témoin dans le grand relais du temps, comme on transmet
le flambeau de la vie et de l'esprit de la génération qui part à la génération qui monte. La globalisation sauvage est une grande broyeuse. Elle ambitionne de précipiter les peuples, c'est-à-dire la richesse et la diversité humaine, dans le magma en fusion de la mondialisation, de l'uniformisation, du multiculturalisme. La mondialisation croit pouvoir lier les hommes par le plus petit dénominateur culturel commun, autant dire le néant culturel. 300 mots de vocabulaire dans un mauvais anglais, sans référence culturelle propre, sans attachement à une histoire, tout ça dans une ville sale et sans âme. Nous plaidons pour la diversité humaine, non pas seulement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais aussi leur droit inaliénable à rester eux-mêmes. C'est le droit que réclament tous les peuples du monde. Je reviens d'Afrique, où j'ai effectué un voyage pour y rencontrer nos troupes engagées contre l'islamisme dans le cadre de l'opération Barkhane. Vous pouvez les applaudir. Soldats français, tout ce bruit, c'est pour vous. Je reviens d'Afrique, vous disais, j'ai rencontré le président Déby, un grand homme d'État de cette Afrique si riche de sa diversité culturelle. J'ai pu mesurer, au travers des contacts que j'y ai noués, combien était partagée notre vision d'un monde où la diversité serait préservée comme un élément du patrimoine de l'humanité. À ceux qui pensent que la France a fait son temps, je dis que le temps qui vient est celui de la France, de son grand retour. Je vous propose de renouer avec une triple fierté. La fierté de notre histoire, la fierté de ce que nous sommes, la fierté de la France que nous laisserons à nos enfants. Nous allons gagner, car selon la très belle formule de la philosophe et essayiste Bérénice Levet, comme tous les peuples, nous aspirons légitimement à donner un avenir à notre histoire. L'heure de la grande confrontation démocratique des mondialistes et des patriotes est arrivée. Dans cette élection présidentielle, il vous est proposé en effet deux visions antinomiques de la société. Celle de la caste qui vit bien, c'est celle du CAC 40 qui réalise des dizaines de milliards d'euros de bénéfices pour eux-mêmes et que certains vont planquer aux îles Caïmans. Il y a du bonheur à la bourse, hein. Fillon s'y sent comme un poisson dans l'eau. Mais le principal représentant de cette caste du système dans cette élection reste le filandreux M. Macron. Même s'il n'est pas toujours clair dans son expression, j'ai eu l'occasion de le souligner, c'est en quelque sorte le Jean-Claude Van Damme de la politique. En
En général, on ne comprend rien à ce qu'il dit, à ce qu'il veut, mais lorsque l'on comprend ce qu'il dit, c'est assez inquiétant. Il considère, je voulais rappeler, qu'il n'y a pas de culture française, ou encore que la France serait coupable de crimes contre l'humanité. Ah. Peggy disait « Les patries sont toujours défendues par les gueux et livrées par les riches ». Tout de même, quelle ignorance ou quelle suffisance pour se croire ainsi autorisé à effacer d'une phrase sentencieuse le patrimoine immatériel d'un peuple, diffamer son apport au monde, se vautrer dans la négation de soi-même, faire croire que le passé ne devrait inspirer que le ressentiment. Quelle prétention de se croire si supérieur pour appeler les descendants d'une nation millénaire à congédier de leur mémoire 15 siècles d'histoire. Qu'il est éloquent de voir un homme formé pour servir la haute fonction publique, des fonctions ministérielles ou auprès d'un président de la République, véhiculer une telle haine de la France. Autour d'Emmanuel Macron s'agglutinent les éclopés du hollandisme. Delanoë, Berger, Valls, et les vieilles gloires d'un système qui s'effondre sur lui-même, de Madeleine à Cohn-Bendit, de Hue à Douste-Blazy. Macron, c'est le hollandisme sans le courage d'assumer le bilan. C'est une vaste entreprise de recyclage de l'ancien régime autour d'un projet mondialiste. Et puis, face à la caste, il y a la France, celle que je représente, et qui refuse davantage d'éprouver ce triple sentiment de dépossession. Dépossession de son identité, de sa mémoire, de son territoire. Tous les jours, je rencontre des Français qui décrivent ce qu'ils ont sous les yeux. L'usine qui déménage, le portefeuille qui se vide, le village qui meurt, les migrants qui arrivent, la mosquée cathédrale qui s'installe. Ces deux conceptions de la France résonnent à l'inverse l'une de l'autre. La France des mondialistes s'accommode que les uns prospèrent sur la pauvreté des autres. Je ne supporte pas l'idée qu'il y ait deux économies côte à côte. D'un côté, l'économie virtuelle, mobile, spéculative, celle des flux sans contrôle et des enrichissements sans cause. Une économie qui profite à des sociétés qu'on dit multinationales et qu'il serait préférable de qualifier de post-nationales. De l'autre, une économie réelle, sédentaire, productive, mais vulnérable, parce que délocalisable à souhait. Cette économie-là n'est pas protégée et c'est elle que je veux sauvegarder, promouvoir pour en faire l'instrument de la conquête commerciale du monde. De plus en plus de pauvreté, mais de plus en plus de profits, de moins en moins de riches, mais de plus en plus riches. Derrière cela se joue la conception de l'homme, de son bonheur. Ce choix est donc essentiel. Et je veux vous transmettre un message d'espoir. L'heure de la défaite des mondialistes est venue. Les moments de crise produisent un redoublement de vie, disait Chateaubriand. Eh bien, l'histoire se vérifie. Sous la botte soviétique, les dissidents étaient minoritaires, on les montrait du doigt. Ils pratiquaient les samizdat, ces petits journaux clandestins, vous savez, bien, ils sont aujourd'hui majoritaires. Le grand Solzhenitsyn disait, les dissidents, il entendait par là les défenseurs des forces morales et patriotiques, sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest.
sa prophétie s'avère. À propos d'une époque de grands bouleversements qui allait changer le monde, le même Chateaubriand remarquait dans ses mémoires d'outre-tombe « Cette vieille Europe pensait ne combattre que la France, elle ne s'apercevait pas qu'un siècle nouveau marchait sur elle. » Un siècle nouveau est né, mes amis, et il s'est mis en marche. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Nous allons vivre 3 événements majeurs. L'Union européenne va mourir parce que les peuples n'en veulent plus. Nous vérifions une fois de plus que les empires orgueilleux et hégémoniques sont destinés à périr. Nous allons changer d'Europe. L'idée européenne mise à mal par ces fossoyeurs que sont les fédéralistes va se ressourcer, se revivifier dans l'Europe des peuples, des coopérations et des nations avec nos alliés européens. Nous allons remettre l'Europe en ordre, en la fondant sur les coopérations, en respectant la liberté et la souveraineté de chaque nation. Deuxièmement, la fin de la mondialisation sauvage est engagée. Ce grand mouvement est en marche. Il voit le retour du local contre le global, de la proximité contre l'éloignement, le retour de la limite contre le laisser-faire, le laisser-aller, le laisser-passer, le patriotisme contre le reniement des attaches naturelles. Nous nous inscrivons dans ce mouvement du monde avec ce que nous avons appelé la révolution de la proximité. Enfin, le multiculturalisme est démasqué. Il ne procède pas, contrairement à ce qu'ils prétendent, d'une vision humaniste de la société, une liberté reconnue aux individus, mais d'embrigadement collectif visant à détruire la nation, à enrégimenter les individus. C'est le projet du fondamentalisme islamiste totalitaire et anti-républicain qui est en cours et que le système laisse faire aujourd'hui. Le multiculturalisme comme le droit à la différence qui le justifiait apparaissent pour ce qu'ils sont, le faux-nez de la destruction de la nation, c'est-à-dire de nos libertés collectives et de notre dilution en tant que peuple. Nous sommes prêts à affronter ce monde en suivant les règles d'airain imposées par le général de Gaulle pour la réussite de l'action politique ou militaire, l'ordre et le mouvement. Le choix que nous avons à faire dans cette élection est un choix de civilisation. Vous le percevez. Si nous empruntons la voie du mondialisme, nous irons d'abord vers l'isolement individuel, vers la servitude de l'esclavage économique ou la servitude communautariste. Ce choix sera difficilement réversible. Si nous choisissons la patrie, comme je vous le propose, c'est tous ensemble, c'est tous unis que nous affronterons les défis de la mondialisation, de l'islamisme, du terrorisme. C'est là la seule voie du redressement, de la grandeur, de la liberté et pour chacun d'entre vous, du bonheur. Alors mes amis, face à ce choix fondamental, le seul vote utile, c'est le vote qui permet de changer concrètement les choses. Vous le savez, on ne changera de politique qu'en changeant le personnel politique. Vous aspirez à ce grand renouvellement politique. Les gouvernements de droite ou de gauche, comme les cohabitations que nous avons essayées, ont été de fausses alternances. Ils ne vous ont pas apporté le changement que vous étiez en droit d'attendre. Je le mettrai en œuvre. Nous avons tant perdu de temps. Et l'occasion d'une vraie rupture ne se représentera peut-être pas. Nous vivons un grand mouvement du monde, où les puissants d'hier sont congédiés, comme M. Hollande, isolés, comme Mme Merkel, sanctionnés, comme M. Cameron. Dans le monde nouveau qui arrive, le monde où les patries ou nos patries
sont réhabilités, où les peuples retrouvent le pouvoir, où les oligarchies sont remises à leur place, les représentants de l'ordre ancien ne sont déjà plus entendus. J'ai rencontré le président libanais Michel Aoun. J'ai rencontré le président Idriss Déby, le chef de l'État tchadien. J'ai rencontré le président russe Vladimir Poutine. J'ai trouvé de vrais hommes d'État, des hommes d'État réellement engagés dans une lutte implacable contre le terrorisme, des hommes d'État conscients que pour la paix sur tous les continents, nous devons aller vers un monde multipolaire respectueux des peuples, respectueux des États, respectueux de la diversité humaine et donc respectueux de l'homme. L'insurrection démocratique des peuples est en marche aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie, en Inde et finalement partout dans le monde. Les patriotes parlent la même langue. Ce grand mouvement planétaire qui invite les peuples à la fierté et au respect, à l'équilibre et à la réalité, à la liberté et à la coopération, nous appelle, nous, Français, à le rejoindre. Parce que la France est grande, parce que la France a fait de la liberté son idéal. La France y a un rôle majeur et même moteur à y jouer. Nous ne nous déroberons pas. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. En avant! Vive les peuples du monde! Vive le peuple français! Vive la République! Vive la France! C'est sur cette Marseillaise que s'achève ce meeting de Marine Le Pen au Zénith de Lille. Marine Le Pen qui a donc prononcé un discours d'un peu plus d'une heure, un discours, Ludovic, sur des thèmes très classique pour Marine Le Pen, attaque contre l'Union européenne, défense de la souveraineté nationale. Oui, en fait, elle a déroulé son discours, Marine Le Pen, autour de deux grands thèmes principaux, l'identité et la souveraineté, ce qui lui permet ensuite effectivement de décliner, alors avec plus ou moins d'intensité selon les meetings, les fondamentaux du Front National, que ce soit la sécurité, alors il n'y en avait pas beaucoup aujourd'hui, l'immigration, il y en avait un tout petit peu plus, la sortie de l'euro, effectivement, qui est l'un de ces thèmes vraiment moteurs dans cette campagne. Et puis ce qu'elle dessine en toile de fond, finalement, ce qu'elle dénonce sont les deux dangers qui guettent selon la France, c'est-à-dire l'islam politique, le communautarisme d'un côté et puis la mondialisation financière de l'autre. Donc voilà, effectivement un discours très classique sur des terres du Nord, avec peut-être, il y avait une dose de social d'ailleurs dans ce discours, protection des plus faibles, mais peut-être un petit peu moins que ce à quoi on aurait pu s'attendre.
Christelle Bertrand, un discours à moins d'un mois du premier tour, un discours très classique de la part de la présidente du Front National. Oui, mais je trouve un discours étonnant quand même de sa part, parce que même si elle en dit quelques mots, même à plusieurs reprises dans son discours, elle n'insiste pas sur les termes qui lui sont habituellement les plus chers, l'islam, l'immigration, la question sociale aussi, on l'a vu, qui est une source de division au Front National, entre Marion Maréchal Le Pen, qui est plus libérale, Marine Le Pen sur un discours beaucoup plus social qu'il a fait élire dans le Nord. Ces 3 thèmes de prédilection sont abordés, mais pas plus que ça. On est sur quelque chose de beaucoup plus large. On l'a vu, mondialisation, mondialiste contre patriote. Et on voit que ça s'adresse et qu'elle s'adresse finalement aux 2 candidats qui pourraient être ses adversaires au second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, François Fillon, qui incarne pour elle les mondialistes, qui sont un danger selon elle, pour la survie de l'identité française. Alors qu'on voit en direct sur ces images Marine Le Pen qui quitte à l'instant la scène de ce Zénith de Lille où elle a donc prononcé son discours devant plus de 5000 personnes. Alors un discours, Ludovic, on le disait, où Marine Le Pen s'est violemment attaquée à la politique menée par l'Union européenne. Oui, l'Union européenne dont elle veut sortir. Alors elle explique que dans un premier temps, elle renégocierait les traités avec les autres pays de l'Union européenne et que si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, de toute façon, elle soumettrait la sortie éventuelle de l'Union européenne et de l'euro au peuple français à travers un référendum qui aurait lieu en Alors on va revenir sur cette question de la sortie de l'euro. Mais effectivement, mais ça participe finalement dans ce discours, elle a brossé à grands traits les principales thématiques de son programme, mais ce qu'elle a voulu surtout donner, c'est une impression globale, c'est-à-dire que c'est elle contre le système. De son point de vue, effectivement, l'Union européenne fait partie de ce système qui conduit finalement à dévitaliser la France. Et donc, c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs. Son projet, elle, c'est moins d'Europe et plus de France. C'est cette impression générale qu'elle a voulu donner aujourd'hui dans son discours et notamment, effectivement, à travers sa critique très, très virulente de l'Union européenne, qui est, si on l'écoute, une Union européenne sous domination allemande. Elle a critiqué plusieurs fois également la chancelière allemande Angela Merkel, que ce soit sur les thèmes économiques ou sur l'immigration. Marine Le Pen qui a eu cette phrase en parlant des commissaires européens qui dit les commissaires européens qui dans leur immeuble de verre à Bruxelles nous administrent comme si nous étions leur colonie. Qui a remarquablement bien marché auprès de la salle, qu'on a entendu applaudir. Effectivement, mélanger cette thématique de l'absence de souveraineté plus la thématique de la colonisation était quelque chose d'assez réussi. Mais effectivement, on voit bien qu'elle consacre une très large partie de son début de discours à cette thématique-là, ce qui n'est pas forcément habituel, en tous les cas, de commencer par là, pour 2 raisons, me semble-t-il. D'abord, parce que c'est un point commun à tout le Front National. Cette volonté de réacquérir la souveraineté nationale et de s'éloigner de l'Europe, c'est quelque chose qui réunit absolument toutes les tendances et toutes les mouvances du Front National. Et puis elle a très bien compris que les Français, effectivement, avaient une défiance vis-à-vis de l'Union européenne qui était beaucoup plus large que son socle électoral à elle. Donc elle essaye d'aller chercher ces nouveaux électeurs dont on parlait tout à l'heure et qu'elle a bien du mal à ramener dans son giron sur une thématique, elle sait, extrêmement importante pour eux et extrêmement porteuse. Marine Le Pen qui a bien sûr parlé de sa proposition phare, la sortie de l'euro, la fin de l'euro, si jamais elle est élue présidente de la République. Je vous propose de la réécouter à ce sujet. À partir du moment où l'euro n'a pas apporté les promesses de prospérité et de pouvoir d'achat que ses promoteurs nous avaient vendues, serait-il illégitime de poser le problème, de mettre le dossier sur la table, d'essayer d'analyser objectivement ce qui ne va pas? Le déni de réalité est souvent plus confortable, mais il n'est jamais une solution. Élu, je poserai le problème à nos partenaires européens et à l'issue de la négociation, je soumettrai cette question au référendum des Français. C'est eux qui auront le dernier mot. Ludovic, ce référendum sur la sortie de l'euro, c'est bien sûr un des thèmes phares du programme de Marine Le Pen. Oui, c'est une façon pour elle aussi de rassurer finalement les Français en leur expliquant qu'en tout état de cause, sur l'Union européenne, sur l'euro, ce sont eux finalement qui auront le dernier mot. Parce que c'est un thème compliqué pour Marine Le Pen. Elle sait effectivement, comme le disait Christelle, que c'est une thématique qui soude son socle électoral. C'est vrai qu'il y a de la part des Français une défiance, une déception vis-à-vis de l'Europe. Et en même temps, il y a un fort attachement malgré tout
tout à l'Union européenne et à l'euro. Il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours, une enquête qui montre que par rapport à il y a quelques mois encore, le sentiment finalement d'attachement à l'Union européenne et à l'euro est en augmentation. C'est 66% des Français qui disent leur attachement à l'Union européenne et 67% leur attachement à l'euro. Donc on voit bien la difficulté pour Marine Le Pen qui est d'essayer de surfer sur un thème effectivement qui suscite une inquiétude au sein de l'électorat. Mais en même temps, il faut qu'elle-même, finalement, réussisse à rassurer en expliquant qu'une sortie de l'euro ne serait pas une catastrophe pour le pays. Ce matin, dans une interview aux Parisiens, elle dit « Je ne veux pas le chaos » en parlant de cette sortie éventuelle de l'euro, en expliquant que ça se fera de façon négociée, concertée. Mais voilà, c'est vrai qu'on sent que c'est à la fois un thème très porteur pour elle et que ça participe en même temps de l'inquiétude quant à son projet dans une partie importante de l'électorat. C'est une question aussi, il y aura un référendum, elle a dit, qui lui permet bien de dire qu'elle donnera la parole au peuple et qu'elle respectera le choix du peuple. Oui, contrairement, on voit bien le clin d'œil, contrairement à ce qui a été fait de 2005. Absolument, lors du référendum sur la Constitution européenne, où finalement la décision des électeurs n'a pas été respectée, notamment par Nicolas Sarkozy. Effectivement, c'est un thème porteur de sa part de redonner la parole au peuple de façon générale, d'insister sur l'importance des référendums. Voilà, c'est un thème classique des populistes qui veulent s'adresser au peuple sur moult questions. Et on voit là sur l'euro qu'elle a quand même une difficulté majeure. Et effectivement, si ce thématique soude un peu son électorat, en revanche, c'est un problème pour attirer du coup des personnalités du monde économique. C'est-à-dire que ce thème qui lui attire effectivement les voix des lecteurs qui voient leurs revenus et leur niveau de vie baisser depuis l'entrée dans la zone euro. En revanche, lui ferme les barrières de tout ce monde économique qui lui profite de cette monnaie commune. Donc elle a quelques difficultés effectivement à faire passer ce message dans des sphères qui lui seraient pourtant utiles dans le cadre d'une accession à l'Élysée. Pour terminer sur ces questions européennes qui ont occupé une grande partie du discours de Marine Le Pen, eh bien, vous l'avez dit Ludovic, elle s'est attaquée à la chancelière allemande Angela Merkel, notamment sur sa politique en faveur des migrants. Oui, bien sûr, c'est une façon assez facile pour elle d'aborder le thème de l'immigration, ce qui lui permet au passage de critiquer d'ailleurs Emmanuel Macron qui, sur ce thème-là, était plutôt en phase avec la chancelière allemande. Voilà, pour Marine Le Pen, comme elle considère que l'Union européenne est un petit peu le grand Satan et qu'elle est sous domination allemande, c'est assez naturel pour elle de s'attaquer à Angela Merkel. Mais voilà, c'est sa conception de l'Europe avant tout qu'elle tente de défendre, qui est une Europe des nations. Et puis Marine Le Pen qui a bien sûr dit un mot de sa rencontre avec Vladimir Poutine avant-hier, de sa rencontre également avec le président du Tchad mercredi dernier. Là aussi, c'est une façon pour Marine Le Pen de montrer qu'elle a une stature internationale. C'est très important pour elle parce que jusqu'ici, ses déplacements à l'étranger, c'était plutôt mal passé. Elle avait essayé de rencontrer certains dirigeants qui lui avaient fermé la porte. Elle avait dû affronter des manifestations dans les pays qu'elle a visités. Donc il était important de montrer qu'elle n'était pas seule, que certains dirigeants internationaux lui ouvraient les portes et non des moindres, Vladimir Poutine. Cette image était extrêmement importante pour elle et c'est pour ça qu'elle le valorise à la fin, elle le rappelle en disant qu'elle, présidente, elle aurait aussi des relations avec d'autres dirigeants internationaux, même si ce ne sont pas forcément, à part Vladimir Poutine, les plus importants. Et on voit bien qu'au niveau européen, il reste quand même de sérieux blocages. Oui, il y a une Europe des populistes, mais qui n'est pas effectivement au pouvoir dans les principaux pays. La rencontre avec Vladimir Poutine, elle est d'autant plus importante qu'on se souvient qu'en début d'année, en janvier, elle était allée aux États-Unis, elle avait squatté le hall de la Trump Tower en espérant pouvoir rencontrer Donald Trump. Bon, finalement, ça ne s'était pas fait. Elle était revenue en France. Ça a été un peu un fiasco, ce déplacement aux États-Unis. Et là, c'est vrai, en revanche, qu'en quelques semaines, elle a multiplié les déplacements au Liban, où elle a rencontré le président et le Premier ministre, au Tchad, où elle a rencontré le président, et puis donc Vladimir Poutine. Pour elle, c'est effectivement important de montrer qu'elle ne serait pas isolée si elle arrivait au pouvoir, et ça participe évidemment de sa stature internationale. Il y a deux choses qu'elle essaye de travailler en ce moment, c'est le programme
elle essaye de rassurer sur les thèmes qui peuvent inquiéter les Français. On en parlait un instant, c'est la question notamment de l'euro. Et puis la stature internationale, maintenant elle fait partie du paysage politique français incontestablement. Il faut qu'elle démontre que maintenant elle serait en situation effectivement de représenter la France au niveau international. Alors deuxième grand thème du discours de Marine Le Pen, outre ces questions européennes, eh bien, c'est cette défense de la solidarité nationale, de la solidarité territoriale. Et là, eh bien, Marine Le Pen a défendu un État protecteur, un État qui, si elle est élue président de la République, eh bien, sera aux côtés des salariés. Oui, effectivement. Et là, elle prend le risque quand même de pousser un petit peu les feux face à cette autre partie du FN dont on parlait tout à l'heure, qui serait plus libérale que ça. Elle défend quand même cette idée d'un État protecteur, d'un État patriote contre les mondialistes, et encore une fois, elle désigne là Emmanuel Macron et François Fillon, qui ouvriraient les portes à tout et qui ne seraient plus là pour protéger les citoyens, qui feraient passer les affaires, le commerce, l'argent finalement, avant la santé des gens, avant leur sécurité. Donc elle suit ce discours-là pour marquer une différence, effectivement, avec ses futurs adversaires. Alors justement, on va revenir sur ces attaques contre Emmanuel Macron et François Fillon. Ce sont les deux adversaires que Marine Le Pen a ciblés tout au long de son discours. Je vous propose de réécouter un extrait. Ce qui nous différencie de nos adversaires, c'est que nous croyons en la France. Eux ont cessé d'y croire. Et ils professent un discours de soumission, d'abandon, et je le dis avec peine, avec effroi, de trahison. Les deux principaux adversaires sont une incarnation parfaite de cette oligarchie qui décide, de ce système qui oppresse et brutalise. Ils ont été au pouvoir, ils ont servi 2 présidents successifs. Leurs partis politiques, même recoloriés le temps d'une campagne pour l'un d'eux, sont aux responsabilités depuis longtemps. Ils ont un bilan très mauvais. Leurs promesses de campagne sont changeantes selon les jours et les sondages. Leurs propos sont souvent flous, changeants eux aussi. Les deux principaux adversaires sont le système. Marine Le Pen, qui a donc ramené Emmanuel Macron et François Fillon à leurs responsabilités, elle a rappelé ils ont été ministres, ils sont donc selon elle comptables d'un bilan et peut-être aussi un petit peu responsables de l'état dans lequel est la France aujourd'hui. Oui, c'est la thématique traditionnelle du Front National, sortons les sortants. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle renvoie effectivement Emmanuel Macron et François Fillon dos à dos, même si en fin de discours, c'est vrai qu'elle cogne davantage sur Emmanuel Macron, mais ça fait quand même un certain temps qu'elle n'avait plus mis comme ça sur un pied d'égalité en quelque sorte ces deux candidats. Alors ça participe de son réquisitoire contre le système et on voit bien que finalement, quel que soit celui qui pourrait se retrouver face à elle au second tour, ce qu'elle essaye d'installer pour éviter un tout sauf Le Pen finalement lors de ce second tour, c'est un référendum. C'est le référendum pour ou contre le système, pour ou contre l'Europe, pour ou contre la mondialisation. Et donc elle renvoie dos à dos Emmanuel Macron et François Fillon qui seraient les représentants de ce système alors qu'elle incarnerait au contraire la lutte contre ce système. On va retourner tout de suite à Lille, où se tenait ce meeting de Marine Le Pen. Retrouvez Marie Labatte. Marie, vous êtes en compagnie du maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat. Exactement. Steve Briouat, qu'est-ce que vous avez pensé du discours de Marine Le Pen? Elle a beaucoup parlé de l'identité, elle a beaucoup dénoncé le système, c'est ça? Oui, elle a parlé de choses intéressantes pour les Français, c'est-à-dire leur avenir. Quel sera l'avenir pour les futures générations? Quelle France voulons-nous construire, ou plutôt reconstruire? C'est des choses essentielles. La civilisation, la place de l'homme, la culture française, mais tout cela, pour certains, est ridicule, et pour nous, non. C'est ce que nous voulons faire savoir aux Français. Vous êtes ici en terrain conquis finalement, puisque le Front National fait de bons scores dans les Hauts-de-France. Oui, le Front National fait de très bons scores partout en France, mais plus particulièrement dans ce Nord-Pas-de-Calais. Je tiens à l'appellation Nord-Pas-de-Calais, Picardie, parce que c'est vrai que c'est devenu un bastion du Front National. Auparavant, c'était une terre fortement socialiste et qui a basculé parce qu'aujourd'hui, les classes moyennes, les ouvriers, les retraités basculent vers nous parce qu'ils ont été trahis par les autres et parce que nos idées sont majoritaires dans cette opinion publique-là. Est-ce qu'on adapte son discours en fonction de la région dans laquelle on se trouve? Non, je crois que la Marine a fait un discours très généraliste. Elle a parlé des choses essentielles. Elle ne l'adapte pas, mais en revanche, c'est vrai qu'on peut axer parfois en fonction
la situation géographique sociale, on peut axer peut-être parfois sur des thématiques un peu plus particulièrement. Merci Steve Briouat. Merci à vous. Merci beaucoup Marie Labatte pour cette réaction de Steve Briouat. Un dernier mot, Christelle Bertrand, on le disait, Marine Le Pen qui a beaucoup attaqué Emmanuel Macron, François Fillon, et qui a voulu se présenter comme la seule candidate anti-système. Oui, et puis on voit qu'elle épargne totalement Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, finalement. Elle n'a même pas cité. Pas un mot, elle ne l'a pas cité une seule fois, pour une simple... Alors, il y a 2 raisons à ça. Évidemment, parce qu'il y a assez peu de risques ou de chances, je ne sais pas, pour qu'elle soit opposée à l'un des deux au second tour, mais aussi parce qu'elle sait qu'il existe une réserve de voix dans ces électorats-là. Parce que quand elle présente les mondialistes contre les protectionnistes, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon, ils sont plutôt dans le camp des protectionnistes de ce point de vue-là, et pas des mondialistes, des régulateurs. Donc finalement, elle a aussi intérêt à épargner cet électorat-là et ces 2 candidats-là pour montrer qu'il peut y avoir une porosité peut-être au-delà des questions identitaires entre ces 2 électorats. Merci beaucoup Christelle Bertrand pour votre analyse. Merci Ludovic Faux. Merci à tous d'avoir suivi avec nous ce meeting de Marine Le Pen en direct du Zénith de Lille. Très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.